magazine en RDC pour la promotion des entreprises. Nouveau numéro de votre journal télévisé des entreprises, mesdames et messieurs, de partout vous nous captez. Merci de la confiance renouvelée à ces téléjournal. Célébration de la Journée internationale de la Poste, l'entreprise publique, la SCPT, travaille pour de réformes courageuses dans un avenir très proche. L'immeuble nouvellement construit de l'inspection générale des finances IGF a été inauguré par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça sera tout pour le sommaire. Et encore une fois de plus, bienvenue à ces téléjournal des entreprises. Juste des petits détails restent pour finaliser les lancements de la nouvelle compagnie d'aviation congolaise Air Congo, une entreprise d'aviation dont l'État congolais a signé un accord de partenariat avec Ethiopian Airlines, dont la RDC aura la part des 51%. Images et commentaires. Air Congo, c'est une nouvelle ère pour l'aviation domestique et internationale en République démocratique du Congo. Ce n'est qu'une question de jours, le groupe Ethiopian Airlines et la République démocratique du Congo sont en processus très avancé en vue de la création de cette compagnie aérienne, Air Congo, une société à économie mixte au sein de laquelle l'État congolais sera actionnaire majoritaire avec 51% de parts. Suivant les arrangements entre les deux parties, la RDC et le groupe Ethiopian Airlines, le président du conseil d'administration, le directeur général adjoint et 6 administrateurs de la compagnie Air Congo sont congolais et le directeur général et 3 administrateurs viendront du groupe Ethiopian Airlines. Le ministère il est très supportif et il nous a appuyé beaucoup à propos du démarrage et toutes les choses pour fournir, pour commencer la compagnie aérienne. Le très important, c'est la coopération parmi nous et pour l'État et pour tout le peuple de Congo pour être prêt à recevoir la compagnie aérienne qui va nous donner la connexion entre les pays à l'intérieur et toutes les villes. Au cours des échanges jeudi, le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussatongwa et le directeur général d'Air Congo tablent sur l'opérationnalisation et les débuts des vols. Déjà au mois de novembre prochain, les premiers avions seront à Kinshasa et le premier vol interviendrait mi-décembre 2024. Et on va parler du 150e célébration des activités de la Poste congolaise sous les signes du développement où le 9 octobre dernier a été marqué par la célébration de la Journée internationale de la Poste célébrée en présence du ministre de PT Antique Kibasa, Sandra Kibonge, directeur général de la SCPT, ainsi que d'autres membres du comité de gestion de cette entreprise publique ont été honorés par la présence du ministre du PT Antique. Suivez. 50 ans d'engagement pour la communication et le développement du peuple à travers le monde. C'est sur cette citation combien interpellateur que la Société commerciale des postes et télécommunications a vibré ce mercredi 9 octobre au rythme de la Journée internationale de la Poste. En présence du ministre de PT Antique, Kibasa, le directeur général de la Poste, Madame Sandra Kibonge, a eu l'insigne honneur de faire un bref aperçu des activités de la Poste avec les réformes déjà entamées. Nous avons donc décidé de nous engager dans une profonde transformation en misant sur la digitalisation. Notre ambition est claire, faire de la Poste congolaise un acteur qui compte dans l'économie numérique. Pour y parvenir, nous avons lancé plusieurs projets phares, dont le déploiement du réseau national de la Poste moderne, qui va couvrir progressivement l'ensemble des 145 territoires. Puis s'en est suivi de l'allocution du directeur général de la RPTC, Christian Katende, qui à son tour a planché sur l'apport de la régulation de son organe dans les activités que mène la Poste congolaise en sollicitant au ministre un accompagnement sans faille. La RPTC devrait également s'inscrire dans une dynamique d'un réseau étendu de l'EPU pour soutenir une plus large gamme de services, y compris le commerce électronique, les services financiers, sociaux et numériques, et en garantir un accès inclusif à la population congolaise et mondiale, y compris dans les régions les plus isolées, afin que personne ne soit laissé pour compte. Je voudrais vous assurer que la RPTC est tout de suite disposée à participer aux réflexions
et à tous les rendez-vous sur les problématiques et projets allant dans le sens de booster dans l'effectivité du secteur postal congolais. Pour enfin marquer d'une empreinte indélébile cette célébration jumelée consécutive au 150e anniversaire de la Poste ainsi que sa journée sur le plan international, le ministre Kibassa de Postes et Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication s'est exprimé en ces termes. Nous avons mis l'accent particulier sur les avancées technologiques. Notre objectif est de permettre au service postal universel de toucher chaque point de notre pays tout en offrant aux postiers des moyens modernes pour accomplir leur mission avec plus d'efficacité et de facilité. Aujourd'hui, en Afrique, le secteur postal s'est libéralisé dans de nombreux pays, mais ouvrant ainsi la voie à une concurrence accrue dans la fourniture des services sociaux. Par ailleurs, la révolution numérique transforme profondément de manière dont les services postaux sont offerts, facilitant le transfert de données physiques en données numériques certifiées. Pour mieux couronner cette journée dédiée à la Poste, le ministre a griffonné quelques lignes dans les livrets d'or avant d'effectuer la visite guidée dans les stands placés pour la circonstance de cette journée du 9 octobre dédiée à la Poste. Et on l'a annoncé dans le sommaire, Jules Alinghetti, inspecteur général, chef des services de l'inspection générale des finances et son staff se sont vus très honorés par la présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était à l'occasion de l'inauguration du siège de cette institution de contrôle financier impulsée par le garant du bon fonctionnement des institutions. Une bâtisse construite sur fonds propres de l'IGF évaluée à près de 8 millions de dollars américains. Félix Tshisekedi, après 3 ans, est encore honoré à l'inspection générale des finances IGF. C'est à l'occasion de l'inauguration du bâtiment situé au siège de cette instance. Le quota politique ici représenté, président du Sénat, de l'Assemblée nationale, de la Cour des comptes, du Conseil d'État, du Conseil économique et social, le membre du Conseil supérieur de la magistrature et tant d'autres personnalités. Construit sur une superficie totale de 7587 mètres carrés pour un coût global de 8 millions de dollars américains, soit un coût moyen de 1080 dollars par mètre carré. Cet imposant édifice a respecté le processus de passation de marché. L'appel d'offres public a été validé par la Direction générale de marché public, processus ayant conduit à la désignation de l'entreprise Hongfang. Que la gloire revienne au Très-Haut, le Tout-Puissant, le Maître des temps et des circonstances, qui vous a inspiré pour que vous puissiez placer la lutte contre la corruption comme l'une de vos priorités. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que l'honneur reviennent à votre autorité et à votre autorité seule. Parce que tout ce qui s'est passé à l'inspection générale des finances est la manifestation de votre volonté politique. Pour Isaac Azadi, constructeur de la société Hongfang, le travaux de construction ont connu la participation de plus de 80% de la main-d'œuvre locale. L'entreprise est convaincue d'avoir livré un ouvrage construit dans les règles de l'art, avec des matériaux solides et durables pour l'amélioration des conditions de travail des inspecteurs des finances de la RDC. Le bâtiment de l'inspection générale de finances est conçu pour répondre aux exigences de sécurité et au fonctionnement normal de ses occupants. Des fondations en pieux, forées de plus de 26 mètres de profondeur, jusqu'à la couverture extérieure dont les vitres sont en double vitrage sécuritaire, nous sommes confiants d'avoir offert aux membres de cette institution un environnement de travail propice à la productivité et à l'efficacité. La nouvelle génération des inspecteurs des finances, représentée par Madame Armelle Tantou, a exprimé son engagement devant le chef de l'État. Nous n'avons connu que l'inspection générale de finances de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'image duquel la direction de ses services
nous a façonnés. Arrivé au moment où ce service a regagné son image de marque, nous prenons l'engagement de tout mettre en œuvre pour conserver la notoriété et le prestige que vous avez donné à ce service. Construit si fonds propres, cette bâtisse portant le nom d'Étienne Tshisekedi Mulumba s'élève comme symbole en mémoire de cette haute personnalité qui a fait de la lutte contre les antivaleurs dans la société congolaise son combat de vie. Et on va poursuivre cette édition d'information des entreprises par cette nouvelle en brève. Le rituel a été respecté à la Sainte-Sape pour le désormais semaine annuelle dédiée à la clientèle inaugurée sous la dispensation du directeur général Junior Mata Melanga au mois d'octobre de l'année passée. La semaine de la clientèle a pris sa vitesse de croisière lors d'une 10e édition grâce à une liturgie uniformément exécutée par l'ensemble du territoire national. En effet, l'objectif est poursuivi par la Sainte-Sape suivant les instructions de sa tutelle incarnée par le vice-premier ministre et son excellence Jean-Pierre Liao Ebois et de faire en sorte que tout agent public de passage dans un guichet de la Sainte-Sape s'y sente roi. C'est sur ces entrefaites que Monsieur David Migo Matabaro, directeur d'appui et coordination des agences de la Sainte-Sape, supervise minutieusement cette 10e édition de la semaine de la clientèle en veillant à ce qu'aucune fausse note ne se fasse attendre par rapport à la symphonie du départ, en effet créée par le décret numéro 15/031 du 14 décembre 2015. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, Sainte-Sape, a pour mission d'organiser et de gérer les prestations de sécurité sociale en faveur des agents publics et de leurs familles, tous solidaires, tous bénéficiaires, signe la Sainte-Sape. Et après cette nouvelle, nous allons parler de l'entreprise Grec 8 sous la supervision de l'Agence congolaise des grands travaux ACGT qui s'active promptement pour gagner le pari de la construction des rocades dans les délais impartis. Le ministre des Infrastructures, Alexis Guizarro et Nikonzaouzaou de l'ACGT ont encore effectué une visite d'inspection dans les sites où évoluent les travaux. Suivez. Dans le but d'élever les derniers obstacles à l'avancement du projet de construction des rocades de Kinshasa et élever la meilleure des options d'occupation des abords de cette route, Guy Luando Mboyo, ministre de l'Aménagement du Territoire, et Crispin Mbadou, ministre de l'Urbanisme et Habitat, ont accompagné Alexis Guizarro Mouvouni, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, dans cette visite ce mercredi 9 octobre 2024. Après l'accueil par le directeur général de la CGT et ses collaborateurs, la présentation du projet faite au moyen d'une carte, les visiteurs ont entrepris de parcourir les 63 km du projet, s'arrêtant par endroits, échangeant notamment sur la politique générale d'occupation des abords des rocades. Idéalement, 25 à 30 mètres de part et d'autre de la route seraient utiles. Mais les contraintes, vu l'occupation intense vécue actuellement, obligent les ministres à passer par le Conseil des ministres pour une décision dans les jours à venir. Les précisions de Alexis Guizarro. Nous pensons que c'est un projet qui doit s'inscrire dans la durée et dans une vision d'extension de la ville de Kinshasa. Nous savons que la tendance actuelle, c'est de vouloir, les populations ont tendance à vouloir se rapprocher des infrastructures routières. Mais pour que nous puissions répondre aux normes en la matière, il est prévu que non seulement nous puissions prévoir des emprises, mais également un recul suffisant pour ne pas qu'une personne en sortant de sa maison se retrouve directement sur la route. Donc c'est ça l'esprit. Et ce sont les orientations que nous voulons donner à la commission d'expropriation qui est en train de travailler sur la question des expropriations. La délégation a apprécié l'évolution des travaux. Tout bouge chaque jour sur ce projet. Au PK9, les assainissements sont terminés. Il est actuellement pratiqué les travaux de la plateforme. Au PK12, le rechargement des couches de base et fondations sont également déjà faits. Sur les hauteurs, un important travail de talutage est en cours de réalisation. Le projet se poursuit avec plusieurs zones qui ont déjà reçu leurs couches de base et qui attendent la venue de l'asphalte annoncée pour le mois prochain. Il sera ainsi exécuté
située à 1 kilomètre témoin devant la base vie de Crécouit. Vers la cité Millennium, c'est près de 5 km qui attendent également la mise en œuvre de la précieuse couche de roulement. À noter que ce projet de construction des rocades sud-est et sud-ouest de Kinshasa devra être bouclé à fin 2025. Et on va prendre encore une nouvelle en bref, nous émanant de l'ANAPI, Agence nationale pour la promotion des investissements dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de travail budgétisé annuel 2024. L'ANAPI, sous la conduite de son directeur général, le professeur Bruno Chibangu Kabanji, a du 3 au 4 octobre dernier à Bruxelles pris part à la 14e édition du Forum Europe-Africa Investissement organisé sous le patronage du secrétariat général de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Cette grande messe a connu la participation de plusieurs chefs d'entreprise, des agences de promotion des investissements de plus de 10 pays d'Afrique, les ambassadeurs des pays africains et les autorités locales de la ville de Bruxelles. L'objectif est de promouvoir les investissements et les partenariats commerciaux entre les deux continents. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Et des récipiendaires dans différentes facultés de l'année académique 2023-2024 étaient en liesse le samedi 5 octobre dernier au sein de l'établissement universitaire de l'Armée du Salut. Près d'une centaine de lauréats de la première session ont reçu de la main du professeur Roger Bimola, recteur de William Booth, leur titre académique en gradué en licence, mais également en master, en présence du représentant personnel du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Suivez. L'université William Booth clôture de la plus belle manière l'année académique 2023-2024 à travers la traditionnelle cérémonie de collation des grades académiques de toutes les facultés pour la première session, dans la ferveur d'avoir accompli un travail de titan dans l'élaboration, suivi et réforme au sein même du système éducatif. Dans sa nouvelle donne du LMD, le secrétaire général académique de William Booth a succinctement relevé les points forts qui ont caractérisé les déroulés de cette année, qui se clôture ce 5 octobre, au sein même de cet alma mater. Les institutions spécialisées. Deux institutions spécialisées conscientes de cette université, à savoir l'Institut supérieur des études médicales, qui s'est ainsi, qui organise au niveau des licences des options hospitalières et santé au niveau de. Et ensuite, il y a l'Institut acteur du management public et territorial, IFLPE en cible. Cette formation est destinée aux diplômés universitaires qui détiennent une licence pour les titres équivalents. Dans cette atmosphère de joie, des familles ainsi que le convive des dirigeants de cet établissement d'enseignement supérieur de l'Armée du Salut. Cette clôture marque enfin la fin d'une longue période de péripéties dans l'application de la nouvelle donne imposée par le ministère du tutelle. Dans le nouveau système LMD, il n'y a plus la notion de distinction, grande distinction, c'est maintenant des notions qui sont, comment dire ça, conformes à ce qui se passe au niveau international. C'est pour ça que la notion, c'est excellent, très bien, bien, assez bien. Quand quelqu'un a bien, il a déjà distingué. J'essaierai de faire le lien aujourd'hui pour vous aider à comprendre. Ça, c'est le nouveau système LMD. On appelle cela le cycle de licence. L'ancien cycle de graduat est devenu, avec la réforme du LMD qui est appliquée chez nous, le cycle de licence. Nous allons commencer par la faculté de droit. Le recteur, Roger Bimola, a lui-même procédé à la collation des grades académiques à l'endroit des finalistes qui ont fait preuve des distinctions et satisfactions pendant la première session. Vu le procès verbal du jury chargé par nous de procéder à l'organisation des examens du premier cycle de la 3e année de licence LMD en droit,
en sciences économiques et de gestion, en sciences de l'information et de la communication et en sciences informatiques et intelligence artificielle, en foi de quoi nous vous remettrons le diplôme et déclarons qu'ils ont la jouissance de tous les droits et avantages attachés à ces grades. Le recteur de l'université William Booth, le professeur, docteur, ingénieur Roger Bimwala Mampouya. Très sincères félicitations. Maintenant, tournez-vous. Pendant que la fanfare va jouer, vous pouvez venir féliciter vos enfants qui ont bien réussi. Fanfare, musique. Ambiance, jouissance et émotion gagnées. De nombreuses familles venues pour la circonstance. L'année académique 2023-2024 se clôture au sein de l'université William Booth en donnant ainsi place à l'ouverture d'une nouvelle année dont les inscriptions ont déjà débuté. Et après cette transition, vous avez compris qu'il s'agit de notre rubrique mode d'emploi, où il s'agit de soumettre une promotion à un individu qui a su convaincre par sa perspicacité et abnégation au sein d'une entreprise ou société. Comment procède-t-on à une nomination? La question mérite d'être posée. Élément de réponse dans notre rubrique mode d'emploi. Suivez. Nomination dans une entreprise fait référence au processus de désignation d'un individu pour un poste ou une fonction spécifique au sein de l'organisation. Cela implique généralement le choix d'un candidat approprié pour un emploi ou une position de direction en fonction de ses compétences, de son expérience et de ses qualifications. La nomination peut être effectuée pour différents moyens tels que des entretiens d'embauche, des tests de compétences, des recommandations de collègues ou des promotions internes. Une fois que le candidat est sélectionné, il est officiellement nommé pour occuper le poste en question. Et il peut alors commencer à travailler pour l'entreprise. En définitive, retenez que la nomination est un processus complexe et stratégique qui nécessite une planification minutieuse et une évaluation rigoureuse. D'une rubrique à une autre, nous parlons de l'énergie éolienne, de longs poteaux avec des hélices. Qu'est-ce que cela signifie? Dans notre rubrique Focus, vous allez avoir de plus amples explications. Un élément choisi pour vous par Bob Togia. Emmanuel, suivez. Une éolienne ou aérogénérateur produit de l'électricité grâce à la force du vent, source d'énergie renouvelable, inépuisable et gratuite. Il existe deux types d'installations, le parc terrestre et le parc installé en mer. Le mât de l'éolienne mesure jusqu'à 100 mètres. L'hélice ou rotor est composée généralement de 3 pales. Profilées comme des ailes d'avion, elles mesurent de 35 à 60 mètres de long et se mettent à tourner sous l'effet d'un vent d'au moins 10 km/h. La nacelle sur laquelle elle est fixée s'oriente automatiquement pour être toujours face au vent. La vitesse optimale du vent est d'environ 50 km/h. Au-delà de 90 km/h, l'éolienne s'arrête pour des raisons de sécurité. Dans la nacelle, l'hélice fait tourner un axe. Sa vitesse de rotation n'étant pas suffisante pour générer de l'électricité, un multiplicateur augmente cette vitesse jusqu'à 1500 tours par minute et la transmet à un second axe qui fait tourner un alternateur. Cet alternateur transforme le mouvement mécanique en courant électrique. À l'intérieur du mât, un transformateur élève la tension de ce courant à 20 000 volts. L'électricité est acheminée par un câble souterrain ou sous-marin vers un transformateur qui élèvera sa tension pour être injecté dans le réseau électrique. Propre, ne produisant aucun déchet, rapide à construire, un parc éolien présente quelques points faibles. L'énergie éolienne est intermittente, dépendant de la météo et de l'environnement. Les éoliennes génèrent du bruit, ne sont pas toujours esthétiques dans les paysages et représentent des dangers pour les oiseaux.
Vous avez sans doute compris la nécessité d'une énergie éolienne au travers cette rubrique Focus du journal télévisé des entreprises. Mais avant de nous séparer, place à présent aux principaux titres qui ont fait l'objet de cette édition du journal. Célébration de la Journée internationale de la Poste, l'entreprise publique, la SCPT, travaille pour de réformes courageuses dans un avenir très proche. Et puis, on a parlé de l'immeuble nouvellement construit de l'inspection générale des finances qui a été inauguré par le chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions. Ce journal est complètement fini. Merci à Elim Flavio, Daniel Chouza qui ont assuré la coordination éditoriale, mais également à notre superviseur Bob Toga Emmanuel d'avoir assuré la réalisation de cette édition du journal télévisé des entreprises. On se retrouve dans un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Premier magazine en RDC pour la promotion des entreprises.